Je vais donc, comme annoncé tout à l'heure, j'allais dire m'auto-présenter, puisque c'est moi qui vais faire la première conférence. Je vais vous partager mon écran. Je vais mettre en plein écran. Parce que c'est bon. Voilà. Je pense que tout le monde voit, j'espère bien. Et donc, je vais vous parler de la prise en charge des neuropathies diabétiques, périphériques non diabétiques. Et ces neuropathies périphériques non diabétiques, on va tout de suite essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un groupe d'affections du système nerveux périphérique, mais c'est un groupe d'affections qui est très hétérogène et qui va comporter des neuropathies diffuses, qu'on appelle des polyneuropathies lorsqu'elles sont distales, bilatérales et symétriques, qu'on appelle des polyradiculoneuropathies lorsqu'elles sont disto-proximales, bilatérales et globalement symétriques, et parfois ascendantes, et puis des mononeuropathies multiples lorsque on a des atteintes éparses, asymétriques, asynchrones du système nerveux périphérique. Et puis on a aussi des neuropathies focales, on appelle des mononeuropathies qui peuvent être tronculaires, l'exemple de la paralysie faciale périphérique, du syndrome du canal carpien, des lésions post-traumatiques des nerfs au cours des traumatismes, des fractures. On a des atteintes plexiques qui peuvent être inflammatoires, traumatiques, puis des atteintes radiculaires compressives. Et donc, cette hétérogénéité, cette variation, donc grande variété d'affections du système nerveux périphérique fait qu'il est un petit peu difficile d'évaluer la fréquence puisque les différentes études n'utilisent pas toutes les mêmes définitions, mais et cela fait qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui parlent de la fréquence, qui essaient d'évaluer réellement la fréquence des neuropathies périphériques. Sur celles qu'on retrouve dans la littérature, on peut voir que quand on parle des polyneuropathies, donc symétriques distales, dans cette étude en 1995, cette revue de littérature, elle est évaluée à peu près à 1% de la population. Quand on regarde sur une étude un peu plus récente, 2 ans plus tard, on peut voir aussi là que si l'on prend l'ensemble des neuropathies, on serait à 2,4% dans cette étude en Inde, mais on a des chiffres, par exemple, en Italie, quand on prend la population âgée de plus de 55 ans, où on a à ce moment une prévalence estimée à 8%. On peut voir donc que c'est une affection fréquente, je ne parle pas des autres sous-types donc de neuropathie. Et en fait, cet exposé va essentiellement être axé sur les polyneuropathies, sur cette forme de neuropathie diffuse, donc à l'exclusion des formes focales et des autres types de neuropathie. Comment reconnaître ces neuropathies périphériques? Eh bien, elles vont se manifester par des signes, par un ensemble de signes, le syndrome neurogène périphérique, que je rappelle rapidement, que je pense la plupart des auditeurs connaissent. On a des signes fonctionnels qui sont des paresthésies, des douleurs, des engourdissements, un déficit moteur ou un déficit de la sensibilité. Et puis, on a des signes d'examen physique qui sont moteurs, une paralysie, des signes sensitifs, un déficit, mais aussi une exagération donc de la douleur qu'on appelle une hyperalgésie ou une allodynie. Je reviendrai un petit peu plus tard en définition sur ces notions-là d'hyperalgésie, d'allodynie. Une diminution, une abolition des réflexes, des troubles végétatifs qui peuvent être une hypotension orthostatique, des troubles érectiles, une hypersédation, et puis des troubles trophiques, la myotrophie notamment, que vous connaissez bien. Et donc, ces éléments permettent de reconnaître le syndrome neurogène périphérique. Alors, tout de suite, quelle prise en charge de ces neuropathies périphériques? D'abord, une prise en charge symptomatique. Et donc, ce sont les symptômes que nous venons d'énumérer. Les paresthésies et les douleurs
vont faire l'objet d'une prise en charge particulière, qui est le traitement de la douleur neuropathique, et sur laquelle je reviendrai à la fin de cet exposé, donc je ne la détaille pas beaucoup par ici. Les signes moteurs, amyotrophie, la paralysie, c'est la kinésithérapie qui va être prise en charge. Et puis les signes dysautonomiques, selon qu'il s'agisse d'hypotension orthostatique, on a des médicaments qui permettent de lutter contre l'hypotension orthostatique, la midodrine, la fludrocortisone. Et puis, dans les cas de dysfonction érectile, on va utiliser des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, comme le sildenafil, le tadalafil, que je pense aussi vous connaissez assez bien. Deuxième point, est-ce qu'il existe donc des traitements, on va dire neuroprotecteurs ou neuroréparateurs qui permettent de réparer le nerf ou des traitements adjuvants qui vont aider à corriger les lésions observées au niveau du système nerveux? Sur cette question-là, beaucoup d'études ont été faites et on peut simplement rappeler que beaucoup de produits sont en test, notamment sur des bases physiologiques, sur des bases neuroscientifiques. Et par contre, les études cliniques, d'efficacité clinique, sont encore en cours et beaucoup de sujets sont à l'étude. Quelques exemples sur, par exemple, les suppléments nutritionnels, compléments nutritionnels qu'on peut donner dans le traitement de la douleur neuropathique. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de produits, le zinc, le magnésium, certaines vitamines D, B9, B12, etc., qui sont testés et donc pour lesquels il y a quelques résultats en laboratoire, il y a quelques résultats dans les études animales avec des évaluations cliniques qui sont encore en cours. Et puis, il y a aussi certains autres produits qui ont été testés dans les traumatismes du nerf périphérique et qui semblent montrer un intérêt, ce sont les produits qui sont énumérés ici, dans la réparation nerveuse, mais là encore, les études cliniques restent à venir pour prouver cette efficacité, mais ce sont des pistes donc pour la recherche à venir. Au-delà de ces deuxièmes volets de traitement adjuvant, il y a peut-être le volet principal de la prise en charge des neuropathies périphériques, qui est le volet du traitement étiologique. Et bien entendu, le traitement étiologique suppose l'identification donc de la cause de la neuropathie périphérique. Quelles sont les causes donc de neuropathie périphérique? On a des causes métaboliques et carentielles, dont le diabète, qui n'est pas l'objet de cette présentation spécifique et qui sera présenté tout à l'heure en détail par le docteur Elenga Bongo. Les carences nutritionnelles, les carences vitaminiques, souvent couplées à l'intoxication alcoolique. On a des causes héréditaires comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les neuropathies par hypersensibilité à la pression, les HNPP, les neuropathies amyloïdes sont des maladies héréditaires. On a des maladies infectieuses telles que l'infection à VIH, l'hépatite C, la maladie de Lyme, la lèpre, qui donnent des neuropathies. Les toxiques, en particulier les médicaments et les toxiques industriels. Et puis des causes inflammatoires, dysimmunitaires ou auto-immunes, néoplasiques, telles que, vous connaissez très bien le syndrome de Guillain-Barré, les polyneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques, mais aussi les gammapathies monoclonales, les maladies de système, etc. Et donc, il faut pouvoir identifier ces différentes causes pour prendre en charge ces neuropathies. Alors, il y a différentes manières d'aborder la question de l'identification de la cause. Je vous propose peut-être celle que j'utilise et qui me paraît peut-être une démarche relativement simple. Elle va être basée, vous voyez ici la multiplicité des étiologies des neuropathies périphériques, et donc on peut être tout de suite un peu bloqué ou rebuté par la recherche étiologique. Mais on va s'aider d'un certain nombre de caractéristiques de cette neuropathie. D'abord, son caractère aigu, subaigu ou chronique. Aigu, ce sont des neuropathies qui s'installent en moins de 4 semaines, subaigu entre 4 semaines et 6 mois, et puis chronique au-delà de 6 mois. Et puis, on va regarder aussi
Alors, ce caractère aigu, bien sûr, on va le retrouver à l'interrogatoire. Et puis, on va regarder le caractère symétrique ou asymétrique de ces neuropathies, et puis le caractère axonal ou démyélinisant de ces neuropathies. Ces deux derniers caractères vont être retrouvés par l'examen physique, en particulier pour la symétrie, et par l'EMG pour la symétrie et le caractère axonal et démyélinisant. Ainsi donc, on va se retrouver devant une neuropathie qui peut être subaiguë, axonale, plutôt symétrique, et on va se retrouver donc dans ce cadran. C'est là où il y a le plus d'étiologie. Si on est dans le cadre d'une neuropathie aiguë, mais plutôt démyélinisante, aiguë, on va être dans un syndrome de Guillain-Barré, démyélinisante, plutôt subaiguë chronique, on sera dans le cadre des PIDC, donc des polyneuropathies inflammatoires démyélisantes chroniques. Donc, je pense que cette façon de procéder permet d'orienter la recherche étiologique en fonction des caractéristiques de la neuropathie. Et c'est un petit tableau que j'affiche comme ça dans mon bureau. Et chaque fois que je fais un examen, quand je vais rechercher la cause d'une neuropathie, eh bien, je vais m'orienter vers ça en tenant compte des caractéristiques cliniques et électroneuromyographiques. On va donc s'aider à l'interrogatoire des antécédents, les pathologies qui sont connues, les problèmes de dysthyroïdie, l'insuffisance rénale chronique, la consommation déclarée d'alcool, les produits neurotoxiques, en particulier les anticancéreux et certains agents anti-infectieux, les antécédents familiaux de neuropathie pour les neuropathies héréditaires, l'existence d'un cancer, d'une hémopathie maligne ou d'une maladie de système, de maladies infectieuses connues, d'agents neurotoxiques environnementaux ou dans l'alimentation, comme le plomb ou le mercure. Et puis, on va compléter par un bilan biologique de première ligne. C'est un bilan qui avait été proposé par nos collègues français, mais qui ont été, en 2010, qui a été un petit peu révisé il y a 2 ans par Timothée Langlais et Jean-Philippe Camdessaché, qui sont des spécialistes des neuropathies périphériques en France, et qui proposent donc un bilan de base que tout médecin généraliste d'ailleurs peut demander, la glycémie, hémoglobine glyquée, la numération formule sanguine, les gamma-GT pour rechercher des stigmates d'alcoolisme chronique, les transaminases pour l'hépatite, la fonction rénale, la recherche de marqueurs d'inflammation, le dosage de la TSH, l'immunoélectrophorèse des protéines sériques qui permet de rechercher les gammapathies monoclonales, le dosage de certaines vitamines et puis les sérologies infectieuses. Et donc, vous savez que malgré ces bilans parfois aussi complets, on se retrouve dans à peu près 40% des cas à des étiologies qui restent indéterminées devant des polyneuropathies, en particulier les polyneuropathies chroniques. Alors, quelle prise en charge spécifique, traitement pour ces neuropathies en fonction des étiologies qui ont été retrouvées, bien sûr. Les choses, vous voyez ici, sont assez simples. Pour les carences nutritionnelles, je ne parle pas du diabète, ça va être fait tout à l'heure. Pour les carences nutritionnelles ou vitaminiques, et puis il faut faire de la supplémentation. Pour les formes héréditaires, vous savez qu'il n'y a pas de traitement spécifique, il y a juste du conseil génétique pour la descendance. Pour les causes infectieuses, eh bien, ce sont des maladies qui sont pour la plupart curables avec des anti-infectieux, antibactériens ou antiviraux adaptés. Les toxiques, ils doivent être simplement enlevés. Et puis, les maladies inflammatoires ou dysimmunitaires, elles vont être traitées par des médicaments plutôt immunomodulateurs ou immunosuppresseurs comme les corticoïdes, les immunoglobulines intraveineuses, les échanges plasmatiques ou alors certains anticorps monoclonaux ou certains anticancéreux. Donc, sans rentrer dans les détails, on comprend qu'il faut prendre en charge la cause de la neuropathie et donc bien pouvoir la rechercher, l'identifier. Et c'est l'essentiel d'ailleurs du traitement de la neuropathie périphérique. Simplement, il faut savoir que ces traitements sont parfois un petit peu décevants et insuffisants à soulager le malade et à améliorer sa qualité de vie. Et ce qui finalement le handicape souvent le plus, c'est la douleur neuropathique.
Et donc, il est important de pouvoir prendre en charge en plus sa douleur neuropathique chez ce patient. Qu'est-ce qu'on propose dans ce cas-là? D'abord, rappeler rapidement qu'une douleur neuropathique est différente d'une douleur nociceptive qui va, elle, se présenter comme un endolorissement, une douleur pulsatile, bien limitée, tandis que la douleur neuropathique est décrite, elle est toujours très mal décrite par les patients qui ont du mal à vous dire comment c'est des picotements, c'est des par les patients qui ont du mal à vous dire comment c'est des picotements, c'est des sensations de décharge électrique, de brûlure, de chaleur, un engourdissement, une sensation de main ou de pied qu'on a mis dans la glace. C'est un peu comme ça qu'on va décrire ce type de douleur qui reste toujours dans des affections chroniques et qui ne marchent pas, qui ne réagissent pas très bien aux analgésiques classiques. Et c'est pour ça qu'il est important de les identifier pour pouvoir les prendre en charge. Donc, les patients, on vous les décrit comme ça, au niveau des extrémités, brûlures, fourmillements, picotements, décharge électrique, engourdissement, froid douloureux, etc. Et puis, à l'examen, on va retrouver, en plus de ces douleurs spontanées, une allodynie éventuellement, une hyperalgésie, des dysesthésies, des paresthésies, mais aussi des symptômes négatifs. Symptômes négatifs, c'est que dans la zone justement douloureuse, on peut retrouver une baisse de sensibilité, une hypoesthésie ou une anesthésie, etc. Et cette association de douleurs spontanées, de signes positifs dans une zone où on a des signes négatifs ou une baisse de sensibilité est très évocatrice justement de neuropathie et donc du caractère neuropathique de cette douleur. Tout à l'heure, je vous disais que je vous les définirais un peu plus. L'allodynie, on peut la définir comme une douleur qui est provoquée par une stimulation normalement non douloureuse. Et on peut la rechercher ici, par exemple, en frottant la peau avec un petit tissu, un petit morceau de coton simplement, ou même avec la pulpe du doigt de la main. Et puis, on va déclencher une douleur exquise, cuisante, superficielle, très intense, et qui va persister même après l'arrêt de la stimulation. C'est ce qu'on appelle une allodynie. À la différence de l'hyperalgésie, parce que lorsqu'on vous fait une stimulation douloureuse, vous percevez bien sûr une douleur, mais l'hyperalgésie, c'est une perception exagérée d'une douleur qui n'est pas en rapport avec l'intensité de la stimulation douloureuse qui a été faite. Donc, on fait un petit peu la différence en clinique entre ces deux aspects de la douleur neuropathique. Et puis, on peut s'aider de certains dispositifs. En particulier, il y a un questionnaire qui est très utilisé dans le milieu francophone, qui est le questionnaire DN4. DN4 pour douleur neuropathique en 4 questions. Et donc, qui va répondre à la première question, la douleur présente-t-elle une de ses caractéristiques, brûlure, sensation de froid douloureux, décharge électrique. Deuxième question, est-ce que dans cette même région, on retrouve des fourmillements, des picotements, des engourdissements ou des démangeaisons? Est-ce que la douleur est localisée dans un territoire où on a une hyperesthésie au toucher ou à la piqûre? Et puis, est-ce qu'elle est provoquée ou augmentée par le frottement, c'est-à-dire l'allodynie? Et puis, on va cocher pour chacun des items. Si la réponse est oui, 1 point. Et donc, dès qu'on a un score supérieur ou égal à 4 sur 10, c'est facile à retenir parce que c'est un questionnaire en 4 questions avec un score supérieur à 4 sur 10. On considère que le test est positif et cela est fortement évocateur d'une douleur neuropathique. Petite particularité, mais qui est très importante de ces douleurs neuropathiques, c'est qu'elles vont s'accompagner assez fréquemment d'une anxiété, déjà parce que la douleur est vive, elle est spontanée, on ne la comprend pas et on n'arrive pas à la calmer avec les antidouleurs classiques. Et puis, il y a aussi des perturbations du sommeil qui sont très fréquentes associées et qu'il faut savoir rechercher à l'interrogatoire lorsqu'on voit ces patients. Qu'est-ce qu'on peut proposer donc comme traitement de ces douleurs? Je dis tout à l'heure que ce sont des douleurs qui ne répondent pas
aux antalgiques usuels et aux anti-inflammatoires. On va donc utiliser ici dans la partie haute du tableau ce qui est proposé en première intention. Ce sont des antiépileptiques et dans les antiépileptiques, ce sont essentiellement des gabapentinoïdes avec la gabapentine en forme immédiate ou retard et puis la prégabaline. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gabapentine, déjà, elle nécessite des doses assez importantes et elle est administrée en 3 doses, donc matin, midi et soir, ce qui n'est pas toujours très pratique. Et puis, la prégabaline, c'est une forme qui est venue après, qui est une forme, si vous voulez, améliorée de la gabapentine avec une efficacité supérieure et une administration plus facile en 2 doses quotidiennes. Et il faut savoir que c'est le médicament parmi ces antiépileptiques sur lequel il y a le plus de preuves d'efficacité sur les douleurs neuropathiques. La deuxième classe thérapeutique qu'on peut utiliser, ce sont les antidépresseurs, soit les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline, ou bien, plus souvent d'ailleurs, les antidépresseurs tricycliques qui vont être utilisés de manière très fréquente, avec un avantage sur le fait qu'ils vont agir en partie sur les signes d'accompagnement que sont l'anxiété et les troubles de sommeil. Une autre façon, là aussi sur une revue de littérature beaucoup plus récente parue en 2020, américaine cette fois-ci, ils proposent même que soit utilisé en première intention plutôt les antiépileptiques avec comme chef de file la prégabaline qu'on pourrait associer donc à de l'acide alpha-lipoïque et à de l'exercice, donc à la pratique en encourageant l'exercice physique et ne mettre donc les antidépresseurs, notamment tricycliques ou les IRSNA, que seulement en deuxième intention, de même que les autres médicaments adjuvants comme les dérivés, certains compléments vitaminiques, notamment la méthylcobalamine, les complexes vitaminiques B, en faisant attention de ne pas surcharger notamment en vitamine B6, etc. Toujours avec des exercices associés, des techniques de relaxation, on parle de tai chi, on peut aller même jusqu'au yoga, etc. Mais dans tous les cas, dans toutes les sociétés savantes, ce qui est recommandé en première intention, ce sont les antiépileptiques et les antidépresseurs, avec quand même une préférence dans ces différentes études sur la prégabaline, qui, comme je l'ai dit, est la molécule pour laquelle il y a peut-être le plus de preuves scientifiques d'efficacité. Quelle démarche qu'on propose, c'est de commencer d'abord par un agent ou plusieurs de première intention, et donc, comme on l'a dit, antiépileptique ou antidépresseurs tricycliques, éventuellement. Alors, les IRSN, la duloxétine, c'est exclusivement, elle a une indication exclusive dans la neuropathie diabétique, c'est pour ça que j'en parle assez peu. Ce sera peut-être le cas dans l'exposé tout à l'heure. Et puis, il faut faire un test suffisamment longtemps, 4 à 8 semaines d'expérimentation de ces traitements. Ce sont des maladies chroniques et il faut prendre le temps de bien les évaluer avant de parler d'inefficacité. Si on a un soulagement partiel, on peut ajouter un deuxième agent de première intention. Si on avait commencé par de la prégabaline, qu'on a un soulagement partiel mais pas suffisant, on peut rajouter par exemple un antidépresseur tricyclique. Si on n'a pas du tout d'efficacité de la molécule de première intention, il faut la substituer par un autre agent de première intention. Par exemple, passer d'un antiépileptique à un antidépresseur tricyclique ou inversement. Et puis, si les différents agents administrés ensemble ne sont pas efficaces, on peut utiliser d'autres médicaments. Mais je pense que dans ces conditions-là, il est préférable de référer le malade au spécialiste ou éventuellement à un centre antidouleur. Voici donc la démarche qu'on peut suivre dans la prise en charge de la douleur neuropathique. Attention, l'objectif du traitement de la douleur est modeste. L'objectif principal, c'est de soulager la douleur d'un peu plus de 50%. C'est pas très facile à obtenir et c'est déjà une grande réussite avec comme objectif secondaire, là en périphérie, d'améliorer le sommeil, d'améliorer l'humeur et donc globalement d'améliorer la qualité de vie des patients.
Pourquoi on demande de rester modeste? Parce que ces médicaments ont été évalués et dans des revues, des méta-analyses systématiques, les revues Cochrane qui font des revues systématiques, des publications qui sont faites sur un sujet, eh bien, ils ont évalué les antiépileptiques, comme la prégabaline et la gabapentine, dans les douleurs neuropathiques, et ils ont quand même conclu au final que la majorité, il est assez difficile d'atteindre justement une diminution de douleur de 50% et que la majorité des patients d'ailleurs n'y arrivent pas à 50%. Donc, obtenir 50%, c'est déjà pas mal lorsqu'on utilise ce type de médicament. La même chose a été faite avec l'amitriptyline, qui est le principal antidépresseur tricyclique qu'on utilise chez nous. La nortriptyline n'est pas très efficace, je ne sais pas si vous en trouvez dans vos pays. Et la conclusion est la même, c'est que c'est une minorité de patients qui finit par atteindre la satisfaction. Mais il y a quand même une nette amélioration de la qualité de vie et à l'usage, ce sont des médicaments qui apportent un bénéfice aux malades. Donc, c'est important d'avoir une sorte de contrat dès le départ au malade en sachant qu'il traîne une douleur chronique, qui le handicap, qui altère sa qualité de vie, en lui expliquant qu'on va essayer de l'améliorer jusqu'à un certain point du maximum qu'on peut, en considérant que 50%, c'est déjà une très bonne réponse. Et il y a vraiment tout un volet, je dirais, psychologique, d'accompagnement psychologique de ces malades lors de leur prise en charge. Et c'est important de leur expliquer ces traitements, de leur expliquer ces objectifs, de leur expliquer pourquoi ils prennent des antiépileptiques, pourquoi ils prennent des antidépresseurs, alors qu'ils ne sont pas venus vous voir pour une épilepsie ou pour une dépression. Et donc, bien leur faire comprendre que ce sont des médicaments de la douleur neuropathique, que ce sont d'ailleurs les seuls médicaments de la douleur neuropathique. Je vais donc conclure ma présentation en insistant que sur le fait que prendre en charge une neuropathie périphérique non diabétique, c'est identifier et traiter la cause. Donc, il faut identifier en faisant un interrogatoire, un examen physique bien complet auquel on va associer les données de l'électroneuromyographie pour pouvoir orienter la recherche étiologique. Et puis, bien sûr, il faut faire un traitement symptomatique, y compris le traitement très important donc de la douleur neuropathique. Voilà, c'est sur ces mots que je voulais conclure et vous remercier tous de votre aimable attention. Merci, professeur. Je pense que nous avons eu un son excellent ici, très bien entendu. J'espère qu'au niveau de toute l'assistance également, le message est bien passé. Nous attendons la suite. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'a entendu et comme j'ai dit tout à l'heure, les questions, ce sera à la fin de la session. J'espère qu'il y en aura et qu'on pourra discuter des préoccupations, surtout s'il y en a que je n'ai pas vraiment abordées. Alors, en tant que modérateur, donc je reprends la parole après avoir été conférencier. Je vais maintenant présenter le second orateur qui va nous parler des douleurs neuropathiques en odontostomatologie. Donc, il s'agit du professeur Papa Abdou Kor, qui est maître de conférences agrégé en physiologie, qui est à l'Institut d'odontostomatologie, à la faculté de médecine et de pharmacie et d'odontologie de Dakar à l'université Cheikh Anta Diop, université célèbre par ses compétences, qui nous disait tout à l'heure d'ailleurs qu'il était à Abidjan pour le dernier concours d'agrégation en tant qu'encadreur des candidats, où ils ont eu un taux de succès très habituel, très excellent pour cette université. Et donc, c'est ce professeur de physiologie qui va nous parler donc de la prise en charge des douleurs neuropathiques en odontostomatologie. Il est auteur de nombreuses revues, publications dans des revues internationales sur lesquelles je ne détaillerai pas ici. C'est quelqu'un qui a participé à de nombreux EPU, à beaucoup de congrès. Et donc, professeur Papa Abdou Kor, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci, professeur Kwame. Je remercie les laboratoires STAI pour m'avoir porté
pour avoir porté sur ma modeste personne pour cette présentation sur la prise en charge des douleurs neuropathiques. Donc, à la suite du professeur Kwame, je vais essayer de détailler un peu cette prise en charge des douleurs neuropathiques en odontostomatologie. Et plus précisément, je vais plus intervenir sur les douleurs neuropathiques trigéminales. Donc, je vais partager mon écran et à la fin, nous allons répondre aux différentes questions et suggestions des collègues. Par contre, je ne retrouve pas le truc classique pour le partage d'écran. J'ai plusieurs Le items bouton qui sont vert, là. le bouton vert, oui, juste Oui, le en bas. bouton vert, c'est partage d'écran, oui. Ensuite, je retrouve desktop, donc c'est bien, ça doit être bien ça. Mhm. Et je vais au niveau des documents. Non, c'est pas ça. Alors, je pourrais également éventuellement partager la présentation. Oui, bon, Je vous laisse commenter. quelques modifications sur cette présentation que je vous ai donnée. Je vais essayer de voir si je me retrouve. Hein. Bon, d'habitude, je n'ai pas trop de difficultés pour ça. Ouais. Peut-être que c'est la connexion. Non, je n'ai pas de Ouais. problème de connexion. D'accord. Stockage, non. Je vois à mon niveau. Je ne sais pas. Vous avez double-cliqué sur l'écran vert? Oui, oui. Ah, je vois votre écran, je pense. Hein. J'arrête. Je vous laisse faire. Vous double-cliquez encore sur le bouton vert et sur le desktop. J'ai ma présentation au niveau de l'écran. Est-ce que vous le voyez? Non, 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 là, on ne voit pas. Vous ne le voyez pas. Ça ne partage pas. Est-ce que c'est pas partagé? Attends, Ouais. On va essayer de partir sur cette base. Puis, je reviens. Ou bien vous me l'envoyez par mail. Oui, si vous voulez. Je vous l'envoie tout de suite par mail. Voilà, pour qu'on ait la version mise à jour. Avec toutes nos excuses aux participants, ce sont les aléas du Oui, on direct. s'excuse. Hein. Ouais. Je pense que ça va nous prendre une petite minute et on pourra le partager avec tout le monde. Bon, je vous l'envoie par mail. C'est plus simple. Peut-être en attendant, juste dire quelques mots, quelques questions commencent à apparaître sur le chat, donc peut-être que je peux répondre déjà à une première question en attendant que nous soyons prêts. Tout à fait. Un participant qui demande quel médicament pour arrêter la douleur. Bon, je pense qu'il a peut-être posé la question avant la fin de l'exposé, puisque, comme on l'a dit, la prise en charge de la douleur neuropathique, si vous m'avez bien compris, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est une douleur qui est très invalidante, qui est chronique, qui va altérer grandement la qualité de vie de la personne qui en souffre. Et les deux principales catégories, c'est vrai qu'il y a des techniques non médicamenteuses sur lesquelles je ne suis pas venu en détail, mais c'était surtout le volet pharmacologique. Les deux principales catégories de médicaments, ce sont les antiépileptiques,
ce sont les antidépresseurs et en particulier les antidépresseurs tricycliques. Et comme je le disais, dans les antiépileptiques, les deux plus utilisés, c'est la gabapentine et son dérivé plus récent, la prégabaline, avec donc une préférence pour la prégabaline. Il y a beaucoup de bénéfices d'ailleurs, comme je l'ai dit, en facilité d'administration et même en termes de modalités de prise en charge, en termes de coût, parce que c'est moins cher en plus que la gabapentine, et puis en termes de disponibilité, je ne sais pas dans vos pays, mais en Côte d'Ivoire, c'est très difficile de trouver de la gabapentine, et donc je dirais prégabaline en première intention. Et puis dans la deuxième catégorie des antidépresseurs, c'est essentiellement les tricycliques. Alors c'est l'amitriptyline, le laroxyle pour ne pas le citer, qu'on utilise beaucoup, et avec un avantage, comme je l'ai dit, d'être d'une administration plutôt unique le soir, et avec un intérêt donc sur l'anxiété, sur l'humeur qui va être améliorée, sur le sommeil qui va être amélioré aussi avec ces médicaments. Par contre, il a un peu plus d'effets secondaires en termes de tolérance, en termes de sécheresse de la bouche, de prise de poids, de constipation, etc., qui fait que parfois on a du mal à l'utiliser. Donc, ce sont les principaux médicaments qu'on va utiliser d'abord en monothérapie, et puis, comme je l'ai dit, en cas d'efficacité partielle, on peut associer deux molécules, et en cas d'inefficacité, on change de molécule. Donc voilà un peu, pour résumer, la prise en charge simple de la douleur neuropathique au cours des neuropathies périphériques. Merci, professeur. Docteur Habib, Oui. je t'ai envoyé la présentation. La présentation a été envoyée. Si vous pouvez la partager. D'accord, je ne l'ai pas encore reçu. Je pense que c'est en train de télécharger. D'accord. 9 mégas. 9 mégas, oui. C'est pas beaucoup. C'est la connexion qui n'est pas très rapide, en fait. Alors, je réponds à une deuxième question pendant ce temps. Oui. Eh bien, on me demande, en conclusion, vous avez dit de prendre en charge une neuropathie hors diabète, c'est également déterminer l'étiologie, et ensuite, je n'ai pas très bien compris. Alors, prendre en charge, si vous avez bien compris, il y a deux volets. Il y a le volet symptomatique, donc de traiter les symptômes que présente ce patient. Il présente des douleurs, traitement de la douleur neuropathique, il a un déficit moteur, on fait de la rééducation, etc. Donc, il y a le volet symptomatique. Et puis, mais ça ne corrige pas, ça ne guérit pas la neuropathie. La seule chance de guérison de la neuropathie périphérique, c'est de traiter sa cause. Et quand on traite la cause, eh bien, on va améliorer, on va cesser d'agresser le nerf qui va ensuite se réparer petit à petit. Donc, il faut identifier l'étiologie et traiter la cause qu'on aura trouvée, donc en fonction de celle qui aura été identifiée. C'était un peu ça que je voulais préciser.